Et bonjour à tous, et encore un grand merci pour votre présence ce matin. Je suis très heureuse de vous présenter cette 13e édition. Je pense que c'est la 13e fois que je suis là au mois de février à Bercy. Et franchement, je suis très heureuse parce que cette édition, comme les précédentes, va nous apporter, je crois, beaucoup d'enseignements et un bon, très bon témoin de l'actualité très riche qu'on a vécue en 2025 sur tous les sujets qu'on va aborder ce matin ensemble. Évidemment les usages Internet, mais aussi les réseaux sociaux, la souveraineté, pour revenir sur le sujet précédent, l'information en ligne et bien sûr, vous l'imaginez, l'IA, et notamment l'IA générative. On va commencer, je vais vérifier que j'arrive. Hop, l'autre, je vais faire un retour. Voilà. Non. C'est pas... Nous y voilà. Un petit mot de la méthodologie, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent bien. Donc, c'est une étude réalisée en ligne, de manière assez classique aujourd'hui, auprès de 1307 répondants. C'est important, on a un corpus quand même très important. On verra qu'on arrive à travailler sous des sous-populations sur ces résultats, âgés donc de 15 ans et plus. 15 ans, c'est un choix aussi, parce que vous le savez, on travaille beaucoup sur la question des réseaux sociaux, et c'est un âge, on le sait, où les réseaux sociaux prennent une importance. Les dates de terrain, on est en toute fin d'année 2025, donc on enregistre quand même toujours sur ce baromètre l'actualité de l'année 2025 qui, encore une fois, a été très riche. On va commencer bien sûr par la confiance, qui est notre sujet majeur, avec quand même, vous allez le voir rapidement dès les premiers résultats, un constat qui s'impose, c'est que la confiance, elle peine vraiment à se consolider. Et un élément explicatif majeur quand même, qui est ce contexte médiatique, mais d'actualité aussi très fort, sur tout ce qu'on a entendu dire sur les escroqueries, le piratage, qui va être un peu le fil rouge de cette édition, qui clairement marque l'opinion et marque aussi la confiance dans les usages numériques. Je le disais à l'instant, on a une confiance effectivement qui peine à se consolider. Vous le voyez, elle reste minoritaire, avec ce 45%, une minorité donc de Français qui se disent confiants dans Internet de manière globale. On l'a dans la durée, c'est l'un des avantages de ce baromètre, vous le voyez aussi. On est dans la tendance des dernières années. Voilà, on a un petit plus 1 cette année. On est un peu au-dessus de la moyenne 2015-2025, mais à peine, j'allais dire. Donc, une confirmation quand même du constat des dernières années, avec cette confiance qui peine vraiment à augmenter et à se consolider. Je le disais à l'instant, là pour le coup c'est passé trop vite, je le disais à l'instant, il y a quand même un élément explicatif majeur, alors que l'on connaît depuis quelques années, mais qui se confirme quand même de manière assez nette cette année, vous le voyez, c'est ce sentiment quand même que les escroqueries en ligne sont de plus en plus fréquentes. Alors ça résonne avec un climat d'opinion plus général qu'on mesure dans toutes les enquêtes chez Toulona, c'est que la question de l'insécurité au sens très large, on parle d'insécurité physique, on parle d'insécurité économique, on parle d'insécurité financière, on parle d'insécurité dans la vie quotidienne, est devenue l'une des préoccupations majeures des Français avec le pouvoir d'achat. On a vraiment une année 2025 qui est très marquée par ce sentiment d'insécurité. On le retrouve ici, vous le voyez, 3/4 aujourd'hui de nos répondants nous disent qu'ils ont le sentiment que les escroqueries sur Internet sont de plus en plus fréquentes. C'est massif, c'est 3/4 encore une fois des répondants. Vous voyez également l'évolution, on est sur une évolution à la hausse quand même en tendance depuis plusieurs années. Et puis l'autre élément frappant, c'est que jusqu'à présent, on avait plutôt des populations âgées qui déclarer ce sentiment d'insécurité, d'escroquerie fort, vous le voyez, et ça reste le cas, puisque plus de 80% des 50 ans et plus déclarent que oui, les escroqueries sont de plus en plus fréquentes, mais vous voyez que les jeunes, les plus jeunes, n'échappent plus à ce sentiment. En tendance, on voit monter, là encore, ce sentiment que les escroqueries sont de plus importantes, y compris chez les populations jeunes. On est quasiment à 2/3 aujourd'hui des plus jeunes qui nous disent que oui, les escroqueries sont de plus en plus frappantes. Donc on a ce sentiment qui se généralise au sein de la population. Alors, comme toujours, le chiffre global qu'on a vu tout à l'heure, c'est 45%, donc minoritaire de confiance. Au global, masque toujours des disparités selon les secteurs auxquels on fait référence. Vous le voyez, il y a plusieurs
types de secteurs avec une stabilité au global qui s'accompagne de mouvements à l'intérieur des secteurs qui, certains sont en hausse, d'autres en stabilité et enfin certains en baisse. Regardons tout d'abord ceux qui sont plutôt à la hausse cette année. Vous voyez, on a plutôt le e-banking qui progresse alors de +1 cette année, mais on est quand même sur un +8 en tendance sur 3 ans, +8 sur un baromètre, c'est vraiment une évolution importante. Donc le e-banking fait partie des secteurs où la confiance continue à se développer. On verra tout à l'heure, on a des éléments d'explication assez nets là-dessus. On a une petite évolution aussi sur la confiance dans les réseaux sociaux. En stabilité, on va trouver le e-commerce, on y reviendra aussi tout à l'heure. C'est un secteur où la confiance, vous le voyez, est assez robuste quand même, mais ne progresse pas non plus vraiment depuis plusieurs années. Et puis les deux secteurs où la confiance est plutôt en retrait cette fois-ci, et ce sont quand même les deux petits nouveaux, j'allais dire. Voilà, on sait que la confiance ici met du temps à s'installer. On verra tout à l'heure plus précisément ce qui se passe autour de l'IA et notamment l'IA générative. Mais ce sont deux secteurs, l'information en ligne et l'IA, où la confiance est plutôt en retrait. Derrière ce chiffre global, encore une fois, de la confiance, il y a aussi des sous-populations qu'il faut toujours regarder. Et là, ce que cette édition du baromètre nous confirme et nous apprend encore plus cette année, c'est que les évolutions de la confiance, elles sont souvent tirées par les non-utilisateurs. Finalement, il n'y a pas que l'usage qui fait la confiance, il y a aussi, vous le savez bien, tout ce qu'on entend. Tout ce que va produire le débat médiatique, la bulle, souvent sur toutes les affaires, tous les faits marquants de l'année 2025, ça va particulièrement percuter les non-utilisateurs qui effectivement ne sont pas confrontés à quelque chose de très expérientiel par eux-mêmes, mais qui entendent tout ce qui se dit et qui donc, ça nourrit leur imaginaire, ça nourrit des formes d'idées reçues quand même, et ce sont souvent les non-utilisateurs qui vont porter à la hausse ou à la baisse, vous le voyez, la confiance globale. Si on regarde les réseaux sociaux, par exemple, on a une différence utilisateur-non-utilisateur très forte, mais quand on dit les réseaux sociaux en confiance sont un peu à l'os, c'est tiré par les non-utilisateurs, qui se trouvent un petit peu plus rassurés au cours de l'année 2025. À l'inverse, vous le voyez, pour le e-commerce, alors je l'ai dit, le chiffre global pour le e-commerce est stable, mais à l'intérieur, on voit des différences quand même. Les non-utilisateurs sont plutôt en retrait sur la confiance. Cette année, ils pèsent très peu, donc ce qui fait qu'au global, la confiance reste stable. Et puis, je parlais de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Là, vous voyez encore l'écart qui est entre la confiance des utilisateurs et des non-utilisateurs. Il y a vraiment un écart assez abyssal. Mais c'est chez les non-utilisateurs, encore une fois, ceux qui n'ont pas encore eu d'usage ou de pratique, que la confiance est quand même effritée, écornée assez largement cette année, avec, vous voyez, un moins de 12%. On est quand même sur des évolutions relativement fortes. Alors, je le disais tout à l'heure, le fil rouge, c'est quand même ce sentiment d'insécurité. On a vu tout à l'heure la peur, le risque, le sentiment que les escroqueries sont de plus en plus fréquentes sur Internet. On a vraiment cette question du piratage des données. On revient tout à l'heure, Laurent en a parlé tout à l'heure en introduction, mais on a vraiment cette grande question de la protection des données, qui revient en force vraiment dans cette édition, autour évidemment de la crainte du piratage des données, qui est, on l'a titré comme ça, qui est un peu le fléau de la confiance numérique, qui fragilise en tout cas la confiance évidemment. Cette année particulièrement, il s'affirme comme le risque majeur et numéro 1, et on va dire à peu près dans tous les domaines. On va commencer on va dire que très largement sur les achats sur Internet, donc tout ce qui est e-commerce d'une certaine manière. Vous voyez que le piratage est le principal risque et de très très loin. Il y a un écart entre le premier et le deuxième risque qui est assez phénoménal. Même chose à droite sur la consultation de son compte bancaire par Internet. Là encore, on va trouver le piratage des données comme principal risque et de très 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 loin, vous le voyez, puisqu'on est à 48%, quasiment 1 sur 2 répondants nous disent que le principal risque en matière de paiement et de compte bancaire est relatif au piratage, très loin devant, vous le voyez, les autres risques identifiés. Quand on regarde du côté des réseaux sociaux, même histoire. Très clairement. Alors, la confiance, on le sait, dans les réseaux sociaux est mesurée. On a 45% en moyenne, vous vous rappelez, de confiance globale. On est plutôt à 38% sur les réseaux sociaux en ce qui concerne leur capacité à sécuriser, à protéger les données personnelles. Et vous le voyez, une tendance, là aussi, en retrait au cours des 3 dernières années. Et
quand on demande quels sont les risques principaux, encore une fois, aux usages des réseaux sociaux, vous le voyez. Alors, il y a en premier le cyberharcèlement. Je pense que là encore, hein, le débat médiatique a porté d'une certaine manière ses fruits, et c'est effectivement le premier risque identifié cette année. Mais regardez, le deuxième, comme sur les autres sujets, c'est le piratage de mon compte, hein, et c'est plutôt en progression aussi au cours de cette année, avec quand même 37, plus d'un gros tiers de nos répondants qui identifient aussi un risque de piratage de données sur les réseaux sociaux. L'information en ligne, ça va être un vrai sujet, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais là encore, hein, il y a une baisse de confiance, je l'ai dit, c'est un des secteurs dans lequel on voit la confiance globalement reculer, avec là encore un risque très fort et très identifié de désinformation et d'escroquerie, là encore. Regardez la confiance dans l'information en ligne, alors on est encore sur une confiance majoritaire d'une certaine manière, 64%, mais on a des risques identifiés qui sont des gros risques, hein, vous le voyez, compte tenu des pourcentages, puisque quasiment 6 sur 10 nous disent que oui, il y a un risque de désinformation ou de fake news. On est en plein, évidemment, actualité de l'année 2025, mais vous le voyez, en deuxième position, avec 40%, on a encore les risques d'escroquerie en ce qui concerne l'information en ligne. Alors, on a un contexte, vous l'avez compris, de grosses questions sur les risques de piratage, escroquerie, etc. On est dans une année, dans une édition qui nous dit encore plus que les précédentes qu'il faut de la rassurance. Que les internautes, les Français, nos répondants sont à la recherche de réassurance. On va voir qu'il y a deux leviers très très forts qui apparaissent au cours de cette édition, encore plus que les précédentes une fois encore. Ce sont les acteurs de confiance, et on va regarder quels sont ces acteurs de confiance. Et puis il y a aussi des outils qui vont permettre d'alimenter cette confiance aussi dans les usages aujourd'hui. Alors, on a parlé souveraineté quand même en introduction, on va la retrouver ici. La confiance, elle est très, 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 vous le voyez, corrélée, elle est nettement plus accordée aux plateformes françaises et d'un autre côté aux sites, j'allais dire, historiques, très installés, des opérateurs télécoms, des plateformes en ligne, etc., qui ont une histoire, qui ont une implantation, qui rassurent par leur solidité d'une certaine manière ancrée dans l'histoire. À gauche, vous avez un résultat sur la confiance selon l'origine des plateformes. Il n'y a pas de débat. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction. Les plateformes françaises, puis les plateformes européennes, mais il y a quand même une différence entre les deux. Une différence assez nette. Les plateformes françaises, à 84%, sont génératrices de confiance dans les usages. Quand on regarde dans les achats sur Internet, sur la droite, vous le voyez ici, la confiance selon le site ou la plateforme d'e-commerce, là encore, ce sont plutôt les sites très très installés, historiques d'une certaine manière, qui ont été un peu les pionniers, les premières découvertes des Français sur Internet. Et puis on a aussi des opérateurs téléphoniques et télécoms qui sont aussi générateurs et facteurs de confiance. Et puis des plateformes qui sont pas françaises, encore une fois, qui peuvent être évidemment d'origine étrangère, mais qui, là encore, sont totalement installées dans le paysage et ont fait, d'une certaine manière, la preuve de leur confiance accordée. Quand on parle, toujours en filant ce sujet de la confiance, quand on parle d'adoption d'un portefeuille d'identité numérique, qui aujourd'hui, on le sait, est au cœur aussi de beaucoup de vos sujets, vous le voyez, 59% des internautes se disent prêts à passer à un portefeuille d'identité numérique. On y est. On a une majorité aujourd'hui des Français qui se disent oui, c'est une bonne idée, il faut que j'y aille. Je suis prêt à le faire. Mais à certaines conditions. Et on ne va pas accorder la même confiance à ce portefeuille d'identité numérique selon l'acteur qui va gérer le stockage des données. On revient fondamentalement à la question de mes données et leur sécurité. Et on va voir là encore que la question de la souveraineté, la question de l'État va jouer pleinement sur ce sujet. Vous voyez, la confiance est beaucoup plus élevée. Quand on leur demande de choisir entre plusieurs acteurs, celui qui choisit le premier, sans surprise, c'est l'État, avec 42% des citations. Et ensuite, on va trouver deuxième acteur de confiance, et c'est un vrai enseignement qui se confirme quand même année après année, les banques. On va voir qu'il y a une petite différence, j'allais dire, les banques
traditionnels sont aussi un des acteurs forts et un des leviers forts de la confiance aujourd'hui, avec, vous le voyez, quand même 39% de citations en deuxième choix. Même constat sur la certification, cette fois-ci, de l'identité numérique. La confiance, elle va se porter principalement, je vais dire avant tout et presque exclusivement sur l'État. Vous voyez, quand 69%, donc 2 tiers, un peu plus de 2 tiers des internautes déclarant que disposer d'un compte unique d'identification certifié par l'État, leur donnerait davantage confiance. Donc la présence, le tampon de l'État, encore une fois, pour revenir sur le sujet précédent, est un tampon majeur pour consolider et arriver à faire progresser cette confiance. Dans le détail, quand on leur demande effectivement leur degré, leur niveau de confiance selon l'acteur qui va certifier cette identité numérique, sans surprise, on va trouver au premier rang les services de l'État, toujours le tampon de l'État. Et vous voyez, c'est très très largement majoritaire. C'est 80% des Français qui nous disent que ça donne confiance quand c'est les services de l'État qui certifient l'identité numérique, et on est en progression, là encore, de 4 points. Donc c'est une tendance qu'on a vu émerger il y a quelques temps, mais qui, comme le rappelait ce matin Laurent, n'a fait que progresser dans le temps. Derrière, on a des services liés aussi à la sphère étatique, l'ANSSI, etc., avec des niveaux encore très très forts de confiance, autour de 3/4. Et vous le voyez, il y a un très très gros écart et un très très gros décrochage avec les derniers, c'est-à-dire en gros les GAFAM qui, vous le voyez, eux bénéficient d'une confiance minoritaire, 42% seulement, et qui sont, à l'inverse, par phénomène de vase communicant, plutôt en retrait en termes de confiance par rapport aux éditions précédentes. Donc on a bien cette photo très très nette sur cette place de l'État comme levier, encore une fois, de la confiance dans cette vague du baromètre. De même, j'allais dire, c'est presque la même photo. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'usage des réseaux sociaux. Ce qu'on nous dit, c'est que, vous le voyez, la confiance dans les réseaux sociaux, elle est quand même encore très, très moyenne. Il y a beaucoup de questions qui se posent, même parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, de l'avis majoritaire quand même, la confiance pourrait être renforcée par, encore une fois, le contrôle d'une autorité indépendante ou de l'État. C'est toujours ce tampon majeur. Je rappelle, 41% de confiance, je le disais, c'est assez mou encore. Quand on leur demande quels seraient les leviers, qu'est-ce qui pourrait donner quand même plus confiance dans ces usages des réseaux sociaux, on le retrouve ici. Si les réseaux étaient davantage contrôlés par une autorité indépendante, cette idée... L'État, c'est aussi l'idée que voilà, il n'y a pas d'intérêt partagé avec les réseaux et les plateformes. Donc 72% disent que ça leur donnerait plus confiance. Il y a aussi l'idée de l'anonymat qui est importante, qui reste importante, on le voit juste après à 64%. Et vous le trouvez en troisième position, 61% nous disent que ça donnerait aussi confiance s'ils étaient davantage régulés par l'État. Donc là encore, on a des traces, évidemment, de tous les discours de l'année 2025 sur des grandes questions quand même, notamment sur la jeunesse, mais pas que, sur la question de l'intervention de l'État sur les réseaux sociaux. Je le disais, il n'y a pas que l'État. Il y a un autre acteur vraiment qui émerge et qui émerge déjà depuis plusieurs années, mais qui consolide quand même sa place très importante, sont les banques traditionnelles, qui, là encore, sont des acteurs qui portent la confiance. Là, on parle de crypto-monnaie, c'est un sujet encore un peu, on le sait, confidentiel. Vous voyez, 26%, seulement un quart des Français nous disent avoir confiance dans les crypto-actifs. C'est à peu près le même chiffre qu'on va trouver sur l'usage, en tout cas l'intention d'usage. Mais là encore, sur un sujet quand même très pointu et qui concerne encore une minorité de Français, on voit qu'il y a un besoin de réassurance, il y a un besoin de s'appuyer sur des acteurs de référence et de confiance. Et on va retrouver, là encore, et cette fois-ci en première position, les banques traditionnelles, qui arrivent à un niveau élevé, puisque 2 tiers des utilisateurs actuels ou des futurs utilisateurs des cryptoactifs nous disent que c'est les banques traditionnelles qui peuvent leur donner confiance et leur donner envie finalement d'aller plus loin dans les usages. Alors on va trouver ensuite des plateformes de paiement et finalement ce sont les 2 seuls acteurs, vous le voyez, qui récoltent une confiance majoritaire sur ce sujet des cryptoactifs. Plus globalement, on va finir peut-être ce chapitre là-dessus, pour lutter globalement contre le piratage des données. Encore une fois, on a compris que c'était quand même le sujet majeur d'inquiétude aujourd'hui. Il y a aussi des outils. Il y a des acteurs, mais il y a des outils, et des outils qui marchent
plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. Il y en a aussi dans le baromètre. Vous le voyez, hein, quand sur la gauche, on leur demande quels sont les moyens efficaces pour lutter contre ce sujet, ce fléau majeur de l'escroquerie en ligne, on a quand même évidemment l'authentification forte qui confirme vraiment sa puissance en termes de réassurance. C'est le premier moyen cité avec 68% des réponses. Et puis tous les outils liés à la cybersécurité qui prennent une place très très importante aujourd'hui, vraiment dans cet imaginaire collectif avec 61% des réponses. Quand on s'intéresse aux moyens de paiement, plus précisément, et qu'on demande là encore quels sont les leviers pour sécuriser tous ces moyens de paiement, on va retrouver la double authentification, ça ne va pas vous surprendre, avec encore une fois 68%, on a 2/3 par rapport au niveau de confiance qu'on a vu jusqu'à présent, 2/3 qui disent oui, ça me donne confiance, ça m'encourage, et ça lève quand même les doutes et les craintes que je peux avoir, c'est extrêmement important. Et puis le paiement avec une carte bancaire à usage unique, qui est un peu le nouveau qu'on a testé cette année et qui, vous voyez, arrive déjà très très haut, puisqu'on est au-delà de 60%, qui disent que ça leur donnerait confiance dès lors qu'ils sont en mode paiement et souvent paiement en ligne. Il y a des choses qui marchent beaucoup moins bien, vous le voyez, on est plutôt en bas de la liste, notamment les solutions qui font appel au machine learning et à l'IA. Ça ne va pas vous étonner, on va revenir sur l'IA. Ce n'est pas encore quelque chose qui est très générateur de confiance. Il y a une forme de méfiance quand même. Dès qu'on dit machine learning, IA, c'est un peu la boîte noire. Et on est beaucoup moins rassuré que sur des outils qui ont fait leur preuve, notamment la double authentification qu'on vient de voir à l'instant. Les outils de cybersécurité, vous avez vu, on les a vus apparaître assez haut quand même comme facteur de réassurance. Quand on fait un top 4 général sur la confiance dans Internet au global, et alors, sur les pratiques sur Internet, on va le trouver, ces outils de cybersécurité, on va les trouver dans le top 4 quand même. Vous savez, parmi les 4 leviers principaux de la confiance dans Internet, au côté, vous le voyez, de garanties financières bien sûr, le fait que je sois assuré qu'on me rembourse en cas de problème, qu'il y a aussi des garanties techniques, on parlait tout à l'heure de la capacité aussi à contrôler les nouvelles technologies, il y a des garanties techniques de sécurité qui sont là et bien là, et puis vous le voyez, la garantie de la CNIL, c'est aussi des garanties réglementaires, là encore on revient au sujet de la protection des données, mais les outils de cybersécurité sont aujourd'hui identifiés, font partie effectivement des leviers principaux pour réassurer et garantir la confiance. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, évidemment, on ne pouvait se passer, on ne pouvait ne pas parler de l'IA, et on va parler surtout de l'IA générative aujourd'hui. Et alors, ça aurait été étonnant, vous allez me dire, qu'on ne mesure pas que ça a progressé. Forcément, on a des usages qui progressent, et on va le voir, qui progressent vite. Est-ce que pour autant, ça s'accompagne d'une confiance aveugle ? C'est pas le cas, on va le voir. Il y a quand même beaucoup de mouvements autour de cette question de l'IA, et notamment de l'IA générative, qui elle-même, le petit nouveau, là, va générer pas mal d'inquiétudes, qui pèsent, on le sait, au global sur la confiance. Alors, on va commencer peut-être... Merci. L'usage. D'abord, vous imaginez que c'est un des premiers résultats qu'on a regardé quand le terrain a été terminé. Bien évidemment, on a une confirmation d'un usage de l'IA générative en hausse depuis 2 ans, tout comme, et ça c'est intéressant, la capacité aussi des répondants à dire « oui, maintenant je sais ». Maintenant, je suis capable de voir qu'il y a de l'IA générative dans les contenus que je regarde. Donc, pour vous, tous qui êtes des producteurs de contenu, sachez qu'on a un public aujourd'hui qui est un peu plus mature, qui est un peu plus averti et qui commence mieux à décrypter ce qui se passe autour de l'IA générative. On va rester sur l'usage. Vous le voyez, aujourd'hui, on est à 57% de nos répondants qui déclarent utiliser l'IA générative. Alors, tous les jours ou pas tous les jours, mais en tout cas, il y a un usage qui est là, auprès d'une majorité aujourd'hui des Français. Et puis surtout, vous voyez, là pour le coup, on a une évolution exponentielle quasiment qu'on n'a pas vue depuis longtemps sur d'autres sujets. C'est le sujet évidemment qui fait le plus de débats, mais qui fait aussi le plus d'usage en augmentation. Et vous le voyez, on a pris beaucoup de points quand même sur les 2 dernières années. Alors, sans surprise, on a des populations plus jeunes qui sont les plus sensibles et donc les plus usagées de cette IA générative, avec des taux qui sont quand même assez impressionnants, puisqu'on est au-delà de 80% sur les plus jeunes qui nous disent utiliser l'IA générative souvent, en tout cas. Quand on creuse un petit peu sur cette question de est-ce que non seulement j'utilise, mais qu'est-ce que j'en
comprend et qu'est-ce que je vois, on voit quand même qu'il y a effectivement une adoption de l'IA générative, y compris dans ses réflexes quand on regarde des vidéos ou qu'on lit des informations. Donc 45%, donc une augmentation de 10 points, c'est énorme, nous disent qu'aujourd'hui, ils sont capables de voir que dans les images, des vidéos, il y a de l'IA générative, ce qui était beaucoup moins le cas l'année dernière. On était à un tiers l'année dernière, on est quasiment à la moitié cette année, vous le voyez. Même chose, on est capable de voir dans des textes qu'il y a de l'IA générative, là encore une augmentation de 6 points. Et puis surtout, regardez la dernière réponse. Maintenant, la majorité, quasiment 2 tiers des Français, et c'est une augmentation de 11 points aussi par rapport à l'année dernière, nous disent que oui, je suis capable de comprendre. Je suis capable de voir qu'il y a de l'IA générative dans ce que je regarde ou dans ce que je lis ou que j'écoute. Alors, on l'a vu, il y a une évolution forte, et on s'en doutait, c'est confirmé évidemment par le baromètre, des usages de l'IA générative. Où est-ce que ça se produit et surtout, est-ce qu'on est essentiellement sur des usages personnels ou professionnels? Alors clairement, il y a une hausse dans le domaine professionnel. On le voit, quand on leur demande s'ils utilisent des outils faisant appel à l'IA dans le travail, la réponse est oui, 56% nous disent oui, on est sur une hausse de 6 points depuis l'année dernière, ça va vite, là encore, on a des hausses, vous avez vu, de l'ordre de 6, 7, 10 points sur toutes ces questions liées à l'IA, donc c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Ensuite, quand on le ramène dans un ensemble plus large, c'est effectivement pas les usages professionnels qui sont dominants aujourd'hui, quand on utilise l'IA générative aujourd'hui, c'est quand même plutôt encore à des fins personnelles, là encore avec une augmentation très forte de 7 points, mais on le voit, l'augmentation la plus phénoménale d'une certaine manière, elle est vraiment portée par les usages professionnels. Vous le voyez, c'est le deuxième item, à des fins professionnelles. Alors on est encore qu'à un tiers, mais qui nous disent c'est plutôt professionnel que personnel, mais vous le voyez, on a une augmentation très 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 forte aussi. Ça va très 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 vite dans le monde du travail et dans le monde professionnel. Je pense que vous tous le savez bien également, mais vous pouvez vous dire que voilà, toute la sphère professionnelle aujourd'hui est exposé, en tout cas, à ce développement de l'IA et de l'IA générative. Pour autant, voilà, et ça aussi, c'est une grande question qui a été portée par le débat en 2025. Pour autant, est-ce que tout ça est très rassurant dans le domaine professionnel et plus largement pour l'emploi? Vous voyez, la réponse est quand même non, puisqu'aujourd'hui, une large majorité, 2 tiers quand même, nous disent que c'est un danger pour l'emploi et surtout, regardez, même phénomène, la même croissance qu'on a eue sur l'usage se répercute sur la méfiance, sur la crainte de l'IA pour l'emploi en général. Vous voyez, c'est plus 7 points quand même de Français qui disent craindre que c'est des répercussions négatives, bien sûr, sur l'emploi. Par phénomène de vase communicant, on y voit de moins en moins une opportunité, 44% seulement, en baisse de 3 points. Alors, c'est plus l'emploi en général que son emploi. Je pense qu'il y a encore une difficulté à bien saisir, à s'approprier toutes les évolutions de l'IA générative dans son boulot, mais de manière générale, on voit que les craintes sont grandissantes pour l'emploi. La confiance, cette confiance envers la qualité des contenus générés par l'IA générative, contrairement aux usages, qui augmentent beaucoup, elle se réduit, mais fortement. Là encore, c'est une évolution frappante. Maintenant, vous le voyez, on est sur une baisse de 11 points. On est aujourd'hui à une minorité, 47%. On est presque au chiffre global de confiance que j'ai donné dès le départ. 47% disent avoir confiance dans les contenus générés par l'IA générative. Donc on est vraiment sur une minorité. Et vous le voyez, la tendance en un an, c'est quand même vraiment inversé. On a un tout début d'usage qui s'accompagne plutôt d'une hausse de confiance. On revient brutalement en arrière avec cette chute de confiance, vous le voyez, cette année de 11 points. Selon les usages, c'est la même chose, qu'on le fasse à titre personnel, professionnel, pour de divers domaines, l'information, l'éducation ou encore des fins commerciales, on a le même niveau de confiance. Il n'y a pas un sujet, un domaine qui va plus porter la confiance que d'autres. C'est important, c'est un sujet qu'on va regarder tout à la fin, mais l'information en ligne est devenue quand même un sujet extrêmement important. On va voir que c'est une pratique quand même qui est aujourd'hui très très développée parmi les Français. On voit que l'usage croissant de l'IA
y compris et aussi dans les plateformes et les réseaux sociaux, elle fragilise plutôt la confiance donc on peut avoir sur tout ce qu'on va trouver dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a que 38% des Français qui nous disent qu'ils ont confiance dans les médias dès lors qu'ils savent que les médias utilisent de l'IA et l'IA générative. Et vous le voyez, encore moins, 28%, à peine un quart des Français qui disent avoir confiance dans ce qu'ils voient ou lisent ou regardent sur les plateformes ou réseaux sociaux dès lors qu'ils savent ou qu'ils comprennent qu'il y a de l'IA générative derrière. Donc une confiance qui est quand même très, très, on le voit, très ténue, encore plus quand on parle médias et réseaux sociaux et IA générative. Le couple, d'une certaine manière, fonctionne de manière assez négative. C'est important parce qu'on est dans un contexte qui est extrêmement mouvant et vous le savez tous, je pense que vous le mesurez tous. Évidemment, on a des grosses variations sur les plateformes utilisées à la fois de manière régulière et surtout, on le voit, pour s'informer. Alors, évidemment, Facebook continue à garder sa place, mais on le voit, il y a un net retrait de Facebook au profit, ça ne va pas vous étonner, des nouvelles plateformes, notamment TikTok, mais de moins nouvelles comme YouTube, qui prend une importance extrêmement forte. Les évolutions, là encore, sont fortes, vous voyez, d'une année sur l'autre. C'est vrai de manière générale, pour l'usage en général, c'est vrai aussi pour l'information. Regardez la place que prend YouTube aujourd'hui dans l'information, mais aussi TikTok, qui devient quand même vraiment crucial. Alors, on ne parle pas de la même chose selon qu'on est jeune ou plus âgé, très clairement. On n'a pas les mêmes usages, on ne va pas s'informer sur les mêmes plateformes quand on a moins de 35 ans que quand on a plus de 55 ans, très clairement. TikTok, évidemment, ça ne va pas vous surprendre, est porté par les plus jeunes. Mais quand même, il y a quand même des mouvements au sein de cet univers des réseaux sociaux et des plateformes qui sont très intéressants à regarder parce que ça va nous dire des choses quand même sur, finalement, on va le voir juste après, comment on s'informe, sur quoi on s'informe. Et comment tout ça peut générer ou pas la confiance. Quand on regarde effectivement plus précisément, ça va passer, un chiffre qui nous a quand même vraiment surpris quand on a regardé et découvert les résultats avec Benjamin et Jonas. Vous le voyez aujourd'hui, 63%, donc une majorité des Français, nous disent s'informer sur les réseaux sociaux. Pas rien. Alors, on avait des traces de ça, tous les acteurs médias le savent bien, il y a quand même cette bataille pour aller sur les plateformes, les réseaux sociaux du côté des médias, parce qu'ils savent bien que le public est de plus en plus là-dessus. Mais regardez, dans les 63%, il y en a un quart qui nous disent que c'est la principale source d'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un quart des Français s'informent principalement ou parfois exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc tout ce que je montre en termes de mouvement, etc., joue quand même énormément sur les moyens de s'informer, les médias qu'on va utiliser pour s'informer. Et on sait bien que quand on dit, dès qu'on dit IA sur les plateformes et les réseaux, ça pèse la confiance. Or, c'est l'un aujourd'hui des moyens majeurs de s'informer. Comment on choisit sa source d'information? Là aussi, c'est un élément extrêmement précieux que nous apporte ce baromètre. Vous le voyez, quand on leur demande quel est votre critère de choix principal pour choisir finalement une plateforme et qui va vous donner l'information, puisqu'on voit quand même que c'est majoritaire comme source d'information, mais vous voyez, il n'y a pas photo. 62% nous disent le réseau social ou la plateforme utilisée. Donc quand j'utilise une plateforme, je m'informe sur cette même plateforme. On a vu tout à l'heure qu'il y a des gros mouvements. On a vu que les jeunes s'informent plutôt sur TikTok et les plus âgés plutôt encore sur Facebook et WhatsApp notamment. Mais on voit bien que cette question de la plateforme est devenue extrêmement centrale. Or, on sait que la confiance, quand même, on l'a vu tout à l'heure, est encore très ténue et qu'elle est surtout fragilisée par l'arrivée de l'IA générative sur ces plateformes, qui est décryptée et qui est de mieux en mieux décryptée. Donc, on a quand même un champ de l'information, et pour vous, encore une fois, qui est très producteur de contenu. C'est une question extrêmement importante. Il faut savoir que si vous produisez des contenus, ils vont être plus repérés évidemment, aujourd'hui sur les plateformes qu'avant, et que sur les médias traditionnels d'une certaine manière, et que c'est la plateforme qui va guider quand même le choix de l'utilisation et de l'information qu'on va aller chercher. Voilà. Donc on est dans un moment qui bouge beaucoup. C'est l'un des secteurs où ça bouge encore le plus. Et en même temps, je vous le rappelle, et je finirai là-dessus, c'est un secteur où la confiance reste très très modérée. Donc tout ce que vous allez émettre va être quand même soumis à quelques questions quand même sur l'authenticité, sur les risques, on l'a vu aussi, de protection de données personnelles. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci à tous pour votre attention.